Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er mars 2026 et notre cher ami et frère Scott Ritter est avec nous. Bon retour parmi nous, Scott. Welcome back, Scott. How you doing, Neil? Vetrez Scott. Merci de m'avoir invité à nouveau. Let me start, Scott, with what Permets-moi de commencer, Scott, par ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis. La guerre dont nous parlions tout à l'heure. Tout se déroule sous nos yeux. Nous avons vu ce qui s'est passé jusqu'à présent et ce qui se passe actuellement. Comment vois-tu la situation? Les États-Unis, avec Israël, ont lancé ce qu'ils appellent une opération de décapitation, l'assassinat du guide suprême iranien, ce qui revêt une importance particulière pour l'Iran et pour toute la région, ainsi que pour certains commandants iraniens. Comment perçois-tu la stratégie américaine et l'évolution actuelle de la guerre? Well, let me put it this way. Eh bien, laissez-moi le formuler ainsi. Les États-Unis ont fourni à Israël des renseignements sur l'emplacement d'Ali Khamenei et d'autres hauts responsables iraniens. Les 6 premiers missiles tirés par Israël ont frappé la résidence de Khamenei, le tuant ainsi que, selon certains récits, jusqu'à 40 autres Iraniens, dont beaucoup étaient des membres de la haute direction. À présent, l'objectif de cette campagne est un changement de régime. Comme nous en avons discuté, et je crois avoir déjà dit cela avec vous, la première action envisagée serait une frappe de décapitation. Et la cible numéro 1 serait Ali Khamenei. J'ai dit, je pense que nous allons le tuer. Et nous l'avons fait. Maintenant, est-ce que cela signifie que nous avons gagné la guerre? Non. Cela signifie exactement le contraire. Les 6 premiers missiles tirés, qui ont réussi à mener une frappe de décapitation, ont garanti que les États-Unis et Israël allaient perdre cette guerre. Ils n'ont pas traqué Ali Khamenei alors qu'il tentait de se cacher des missiles américains. On ne peut pas prétendre qu'il s'agissait d'un lâche en fuite, essayant d'échapper à un destin qui allait être imposé au peuple iranien. Il n'est pas nécessaire d'être le meilleur analyste du renseignement au monde pour trouver Ali Khamenei chez lui. Des informations publiques le montrant rencontrant ouvertement d'autres personnes. Nous avons fait de cet homme un martyr. Et quand je dis cet homme, comprenez qu'il est la deuxième figure la plus vénérée de l'islam chiite selon l'idéologie duodécimaine. La seule personne qui pourrait avoir un statut plus élevé, du moins aux yeux de certains, serait Sistani, le grand ayatollah de Najaf en Irak. Mais Ali Khamenei, vous savez, encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent pas quand on en parle. Je le prononce peut-être mal. J'espère l'avoir bien dit. Je m'y suis exercé. Mais la tutelle du juriste suprême, c'est une approche religieuse largement adoptée par l'ayatollah Khomeini lorsqu'il a fondé la République islamique. Mais l'idée selon laquelle, oui, l'Iran est une république constitutionnelle, et nous en parlerons dans un instant, mais c'est aussi une république islamique. Et donc, selon la foi duodécimaine, et je ne veux pas trop entrer dans la théologie parce que premièrement, je pourrais me tromper, je ne suis pas théologien, et deuxièmement, nous nous engagerions sur une mauvaise voie. Mais vous savez, la foi chiite repose sur l'idée que lorsque Hussein est mort à la bataille de Karbala, il était le dernier imam légitime. Et maintenant, ils attendent le retour du Mahdi, une sorte de figure semblable à Jésus, l'imam caché qui reviendra pour rétablir la justice. C'est leur foi, et il faut la respecter. Mais le point est que Et tu sais, ils disent qu'il va venir avec Jésus et qu'ils viendront ensemble. Je ne me moque de rien, ça m'émeut simplement. quand je ris, je ne ris pas de la religion. Je ris de ma propre ignorance fondamentale. Vous savez, j'ai étudié tout cela. Vraiment. J'ai lu tout ce que je pouvais lire. Mais je suis tellement fatigué en ce moment que vous savez rien de tout cela. Rien de, vous savez. Quand on traite de la réalité, et surtout de la réalité historique,
il y a des nuances. J'ai appris il y a longtemps, même en parlant de la foi chiite, que l'interprétation de ce qu'a fait Hussein à la bataille de Karbala, était-ce un acte de martyr? Était-ce un acte d'égoïsme? Vous savez, cela a été interprété au fil des années par différentes personnes. Et tu sais, ce qu'il faut faire, c'est creuser encore plus profondément pour découvrir quelle interprétation se rapproche le plus de la réalité, plutôt que de se fier à ceux qui essayent de manipuler les données. Donc, il faut creuser encore plus loin que ça. J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de résoudre ces problèmes, ceux-là et d'autres similaires. Et quand je ris, c'est simplement le reflet du fait que je suis épuisé et que j'essaye de plonger au cœur de la réalité avec un cerveau déjà embrouillé. J'ai fait remonter ça, et mon cerveau reste là à dire « bof, 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 tu n'y auras pas accès ». Alors, je ris de frustration envers moi-même parce que, comme je l'ai dit, je ne voulais pas entrer dans ce dialogue. Je n'y étais pas préparé. Je n'étais pas prêt à aller aussi loin. Normalement, j'aurais fait les recherches avec un esprit éveillé. Mais le fait est qu'en Iran, lorsque nous parlons du Velayat e Faqih, les chiites d'Iran ont créé une position appelée la tutelle de la jurisprudence suprême, la jurisprudence islamique. Et cet homme est l'expression ultime de la foi chiite jusqu'au retour du Mahdi. Je veux dire, c'est ce qu'il croit. Vous pouvez vous en moquer, faire ce que vous voulez. Moi, je ne m'en moquerai jamais. Je dis simplement que c'est ce qu'il croit, et il faut le comprendre. Et beaucoup de gens y croient. Vous savez, le courant duodécimain, l'adhésion à la faction duodécimaine, ou peu importe comment on l'appelle. Encore une fois, je n'emploie peut-être pas les bons mots, car je ne cherche pas à dénigrer, mais il y a l'ismaélisme, il y a les 9 imams, il existe différentes manières d'embrasser la foi chiite. Et le duodécimain est le plus répandu. Il est dominant en Irak, il est dominant en Azerbaïdjan. Je crois qu'il représente environ 50% d'adhésion à Bahreïn et ailleurs. Donc, quand on parle d'Ali Khamenei comme du jurisconsulte suprême, on parle d'un homme qui est vénéré comme le pape l'est chez les catholiques. Ce n'est pas simplement un être humain, c'est un symbole de Dieu. Cela fait partie de leur foi. Et nous l'avons assassiné. Nous l'avons tué. Maintenant, si je devais enfiler ma casquette de conseiller de la CIA, eh bien, je ne travaillerai pas pour eux, mais j'ai déjà collaboré avec eux par le passé. Je sais comment ils réfléchissent. Je comprends leur manière d'aborder les problèmes. Et si l'on me demandait de les conseiller, et que je croyais en ce qu'ils essaient de faire, j'aurais dit que la meilleure façon de faire s'effondrer le régime iranien serait de garder Ali Khamenei en vie, dans un bunker, caché de vous. Ensuite, vous attaquez son courage, vous attaquez son statut d'homme. Vous dites quel genre d'homme se cache pendant que le peuple iranien paye le prix de ses péchés. Et vous commencez à le dénigrer, à l'attaquer, à diffuser des images générées par l'IA, le montrant en train de faire des choses ignobles de manière ignoble. L'objectif ici est de faire s'effondrer la confiance en Iran envers cet homme, et donc envers le Velayat e Faqih, envers la République islamique. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est prendre un homme qui a déclaré ouvertement « Je suis faible, mon corps me lâche et ma plus haute aspiration est de mourir en martyr » et lui offrir le martyr qu'il recherche. Ali Khamenei savait qu'il allait mourir lorsqu'il a tenu cette réunion. Que ce soit ce jour-là ou le lendemain, il savait qu'il allait mourir. Il s'est sacrifié volontairement parce qu'il connaissait l'issue. Il savait qu'en laissant Israël et les États-Unis le tuer, le peuple iranien se rassemblerait autour de sa foi comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Lorsque Donald Trump a annoncé cette opération, il a expliqué que les États-Unis allaient créer les conditions permettant au peuple iranien de se soulever et de prendre les choses en main, mais que cela dépendrait du peuple iranien.
Ainsi, pour y parvenir, il fallait saper la confiance dans le gouvernement et amener la population à dire « Nous sommes prêts à remplacer ce gouvernement ». Aujourd'hui, dans les villes d'Iran, des foules remplissent les places publiques et scandent le nom de Khamenei. Mais ils ne disent pas « Mort à Khamenei ». Ils ne disent pas « Abat Khamenei ». Ils disent « Vive le martyr Khamenei, que Dieu loue Khamenei ». Il est désormais considéré comme un martyr, élevé presque au rang de saint. Et le peuple iranien se rallie autour de lui, ainsi qu'à la cause de la République islamique. Nous avons perdu la guerre au moment même où nous avons largué ces bombes, ces missiles, sur la maison d'Ali Khamenei. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Tout le reste n'est que du bruit, car il s'agit d'une opération de changement de régime. Elle reposait sur l'idée que nous décapiterions physiquement le régime. Mais nous ne comprenons pas la véritable nature de ce régime. C'est une république islamique. Constitutionnellement, la République islamique, cette république constitutionnelle, le produit de l'une des expressions démocratiques les plus significatives du Moyen-Orient. L'Iran est la démocratie la plus légitime du Moyen-Orient. La démocratie la plus légitime du Moyen-Orient. Et ils ont un gouvernement qui respecte la Constitution. Ali Khamenei est mort. Constitutionnellement, le président, le chef du pouvoir judiciaire et un juriste islamique choisi par l'Assemblée des experts forment un conseil d'urgence. Ce conseil a été créé et gouverne aujourd'hui. Nous n'avons rien décapité. On ne peut pas décapiter un système qui croit en lui-même. Si tout cela ne tenait qu'à un seul homme, Ali Khamenei, ce serait déjà terminé. Mais il s'agit d'une république islamique fondée sur la foi et sur une constitution. Et la constitution fonctionne. Ils ont un remplaçant pour occuper le poste de jurisprudence suprême jusqu'à ce que l'Assemblée des experts en choisisse un autre. C'est ainsi que le système fonctionne. Le système iranien fonctionne. Nous n'avons donc rien accompli. Nous n'avons rien décapité. Nous nous concentrons sur les personnalités tout en manquant de respect à la réalité, selon laquelle la République islamique est un système de foi, un système de lois, des lois fondées sur la Constitution. Peut-être que nous, le peuple américain, qui vivons dans ce qui est censé être une république constitutionnelle, avons perdu foi en notre Constitution. Nous ne fonctionnons plus comme une république. Par conséquent, nous ne sommes pas en position de reconnaître quand un peuple qui n'a pas perdu foi en ce qu'il est et en ce qu'il représente reste fidèle à ses normes, valeurs et principes constitutionnels. Et c'est ce que fait le peuple iranien aujourd'hui. Les rues ne se remplissent pas de gens cherchant à être galvanisés par la vile perfidie des États-Unis et d'Israël. Elles se remplissent de gens qui se rassemblent autour de la cause de l'Iran, autour de la cause de la République islamique, autour de leur foi, et ils ne seront jamais vaincus. Scott, la guerre est en cours. La riposte iranienne a commencé avec les États arabes, en particulier dans le Golfe Persique, puis s'est étendue à Israël également. Il semble que les attaques s'intensifient contre Israël au fil du temps. La principale raison était qu'ils voulaient d'abord neutraliser d'une manière ou d'une autre les États arabes, puis s'en prendre à Israël. Ils ont commencé par cela. Et voici ce que le général Petraeus a déclaré sur CNN. Son évaluation de la situation. Ce n'était pas sur ma carte de bingo quand tout a commencé. Je pense que le Golfe voulait rester en dehors de tout ça, mais il est entraîné dedans. C'est donc quelque chose à surveiller dans les prochains jours. Je pense que c'est une grosse erreur en fait, Dana, parce qu'encore une fois, les États du Golfe, ils ont été attaqués, les États du Golfe. Ces derniers voulaient rester en dehors du conflit, comme Brett l'a dit. Ils ne nous ont même pas permis d'utiliser leurs bases dans plusieurs cas. Maintenant, ils sont impliqués. Ils ont été attaqués, non seulement nos bases, mais aussi des zones civiles.
Ils vont donc réagir maintenant avec des mesures défensives. Comme Brett l'a mentionné, nous avons des avions dans le ciel et je suis sûr qu'ils sont coordonnés par le Centre combiné des opérations aériennes. Si cela continue, ils prendront probablement d'autres mesures. I want to talk about What do the Arabs Que peuvent utiliser les États arabes du Golfe Persique contre l'Iran? Ils suppliaient pratiquement les responsables iraniens. Laissez-nous frapper quelques sites dans le désert. Il faut que nous montrions quelque chose. L'Iran a répondu « Non. Si vous faites cela, vous serez détruits. » Voilà la nature de la communication entre les États arabes et l'Iran. Quelle est votre compréhension de cela? And what is your understanding of that? Eh bien, tout d'abord, David Petraeus est l'un des hommes les plus stupides à avoir jamais foulé la surface de la Terre. Il n'aurait jamais dû obtenir 4 étoiles, encore moins devenir directeur de la CIA. C'est une honte, et il ne fait que démontrer son ignorance des choses. Les États arabes du Golfe ont été frappés non pas parce qu'ils sont innocents, mais parce qu'ils sont coupables. Ils ont fourni des bases aux États-Unis d'Amérique, ce qui a contribué à déclencher ce conflit. Et même si les États-Unis ont peut-être temporairement retiré leurs troupes, il reste une infrastructure en place, intégrée à un système global. Par exemple, nous n'avons peut-être pas d'avion sur la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, mais nous avons, ou plutôt, nous avions, un système radar avancé de 1,1 milliard de dollars, conçu pour détecter les missiles iraniens dès leur lancement et transmettre ces données de détection au système de défense antimissile balistique protégeant Israël et d'autres bases aériennes. Donc, c'est une partie prenante du conflit. Et le gouvernement qatari n'a pas insisté pour qu'elle soit fermée, démantelée ou retirée. Elle a continué à fonctionner. Il en va de même pour le Koweït, de même pour Bahreïn, de même pour les Émirats arabes unis. Tous ces endroits qui ont été attaqués abritent des installations militaires américaines qui jouent encore un rôle continu. Ce n'est pas un rôle actif, mais il existe. Et il y a d'autres éléments aussi. Selon certains rapports, une base d'opération de la CIA à Dubaï a été frappée, car la CIA est activement, encore une fois, pour ceux qui connaissent la région, et je sais que c'est votre cas, Dubaï est un centre de contrebande vers et depuis l'Iran. Et la CIA est très active dans l'utilisation de ces routes de contrebande pour faire entrer et sortir des ressources d'Iran. Nous avons donc une base majeure là-bas qui communique avec ses opérateurs de DAO, en coordination avec le gouvernement des Émirats arabes unis sur des opérations anti-iraniennes. L'autre aspect, c'est que les Iraniens savent parfaitement que pendant que ces nations déclaraient « Vous ne pouvez pas utiliser notre espace aérien, vous ne pouvez pas faire ceci », dans leur dos, elles disaient aux États-Unis « Si vous allez attaquer l'Iran, détruire l'Iran, en finir avec l'Iran, éliminer le régime iranien. » Et donc, ils ont été punis. Ils ont été punis d'emblée. Et c'est un signal montrant que nous pouvons vous punir. Maintenant, le plus ironique, encore une fois, Petraeus montre son ignorance absolue, c'est qu'ils ont des avions en vol et qu'ils vont s'intégrer au centre d'opération conjointe et y participer pleinement. David, penses-tu que l'armée de l'air saoudienne soit capable de lancer une mission de pénétration en Iran et de frapper efficacement des cibles? Quelle cible lui confierais-tu? Parce que je peux te garantir une chose, ces cibles ne seront pas touchées, elles ne seront pas détruites. L'armée de l'air saoudienne n'en est pas capable. Il suffit de demander aux Houthis, de demander aux Yéménites. L'Arabie saoudite les bombarde sans relâche depuis 2014 et n'a rien accompli parce qu'ils ne sont pas très compétents. Nous leur avons fourni des avions de pointe, ils ne sont pas très compétents. Et maintenant, nous allons permettre à ces Saoudiens d'interférer avec notre campagne aérienne, de la perturber. Certainement pas. Tu sais, nous avons déjà emprunté cette voie. Je veux simplement rappeler à ton public. J'y étais, je sais de quoi je parle.
Et j'ai le t-shirt pour le prouver. C'est-à-dire que pendant la guerre du Golfe, lorsque les missiles irakiens ont commencé à frapper les États arabes du Golfe, ces derniers tenaient absolument à participer aux attaques punitives contre l'Irak, par fierté nationale. Et quand nous les avons laissés faire, ils ont tout gâché. Je veux dire, on parle de se faire abattre parce qu'ils ne sont pas très compétents, ou de fuir par peur, c'est une autre histoire. Ils s'approchaient de la défense aérienne, puis faisaient demi-tour et abandonnaient la mission, larguaient leurs munitions, rentraient à la base et disaient « Oh, on n'a pas pu y arriver. Je crois que l'avion tout sautait. Il faut atterrir et le faire vérifier. » Et c'était très perturbant, car des cibles qui auraient dû être frappées à temps dans le cadre de la progression de la campagne ne l'étaient pas. Et maintenant, nous devons ramener les moyens et frapper à nouveau ces cibles, etc. Nous n'allons rien donner à ces Arabes à attaquer, parce qu'ils ne sont pas compétents. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'en sont pas capables et ils vont tout gâcher. Donc, vous savez, si l'Iran disait « Oui, vous pouvez bombarder l'île Fish ici, on vous donne cette cible, larguez 3 bombes dans l'eau, prenez des photos des éclaboussures et dites que c'est bon », ce serait un moyen de sauver la face. Cela ne nous dérangerait pas, car c'est sans importance. Mais nous n'allons pas intégrer ces gens de manière significative dans une campagne aussi complexe que celle-ci. D'abord, pour le faire, il faudrait révéler des secrets extrêmement sensibles. Il se passe beaucoup de choses que les gens ignorent. Beaucoup de choses. Ils devraient être exposés aux capacités de guerre électronique des États-Unis qui ont été préparées à l'avance sur la base de renseignements que nous avons recueillis par divers moyens, dont la classification est souvent de niveau Code Word. Et vous pensez que nous allons donner aux Saoudiens accès à des informations classifiées de ce niveau? Vous rêvez complètement. Nous ne donnerons cet accès à personne. Donc non, ces gens ne seront pas intégrés à cette campagne. Ils resteront là, à tourner en rond au-dessus de leur capitale, craignant la prochaine étape. L'Iran a marqué une pause. Mais l'Iran a marqué une pause en disant « Cessez de soutenir les attaques américaines. Arrêtez. Chassez les Américains de votre pays. » Je crois que c'est la demande iranienne. Chassez les Américains de votre pays. Si vous ne le faites pas, alors vous faites partie du problème, pas de la solution, et nous continuerons à vous attaquer. Et donc je pense que c'est ce que vous allez voir comme prochaine phase. Pendant qu'ils font cette pause concernant les Arabes, et laissez-moi dire encore une chose à propos des Arabes. C'est drôle. Les Arabes sont très en colère. Non, les Arabes ont très peur. Ils ont très peur en ce moment parce qu'ils voient des vulnérabilités. Ils voient ces despotes méprisables qui gouvernent ces États arabes du Golfe être exposés pour ce qu'ils sont, des pervers obèses, ces princes riches et parfumés qui ne font que courir partout, voler de l'argent et mener la grande vie pendant que le reste de leur peuple vit misérablement. Ils s'envolent pour Londres pour se prostituer, prendre de la drogue et boire de l'alcool, puis reviennent en prétendant être des musulmans pieux. Ils sont espions pour ce qu'ils sont, des rats humains. Et le meurtre d'Ali Khamenei, le martyr d'Ali Khamenei, a donné aux chiites de ces cheikhs du Golfe un pouvoir qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. C'est un combat existentiel. Et ce dont ils ont peur, je vais vous dire ce dont les khalifats de Bahreïn ont peur, c'est que la majorité chiite de la population marche sur le palais royal et les tue tous, ce qui pourrait bien être leur destin. Ils pourraient finir par fuir en Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite doit s'inquiéter, car il y a beaucoup de chiites dans les provinces orientales qui pourraient se soulever et prendre le contrôle des champs pétrolifères là où se trouve la majeure partie du pétrole. Le Koweït doit s'inquiéter. Les Émirats arabes unis doivent s'inquiéter. C'est ce qui se passe ici.
Ces types sont morts de peur parce que l'Iran a lancé quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Vous voyez, ils aiment les accords d'Abraham parce que ces accords créent la fiction, vous savez, des États arabes du Golfe. Mais en réalité, cela signifie qu'ils se sont littéralement agenouillés devant Israël, ont baisé l'anneau d'Israël et ont accepté l'idée du grand Israël. Ils vont soudoyer leur peuple à travers la perception d'une prospérité économique. Mais ce que l'Iran a fait maintenant, c'est exposer les incohérences, les mensonges et l'hypocrisie de ces tyrans. Et cela pourrait en fait signifier la fin de l'un, voire de plusieurs, peut-être de tous, ces tyrans, vous savez, ces despotes pédophiles. Et c'est ce qu'ils sont. Je veux dire, ce ne sont pas de bonnes personnes. Ce ne sont pas des gens moraux. Ce sont des personnes qui mènent le mode de vie le plus méprisable qu'on puisse imaginer. Un mode de vie alimenté par la cupidité, la luxure, l'avidité et l'argent du pétrole. À l'époque, nous participions à quelque chose appelé l'opération Tin Cup lorsque nous faisions des inspections d'armes, et tout le monde voulait en faire partie. Richard Butler. Allez, Richard, poursuis-moi, j'adore la découverte. Richard Butler, en tant que président exécutif, adorait l'opération Tin Cup parce qu'une partie consistait à faire le tour du Golfe pour demander des dons. La Commission spéciale des Nations Unies n'était pas financée par le budget direct de l'ONU, mais par des contributions d'États membres qui disaient « Nous finançons spécifiquement les opérations des inspecteurs d'armes ». Et un endroit où ils allaient toujours, c'était le Koweït. C'était très difficile. Je pensais vouloir faire ce voyage, mais j'ai eu des doutes, car ce n'était pas mon rôle. Je veux dire, je suis un inspecteur des armements, pas un diplomate qui court partout pour mendier de l'argent. Je ne vais pas citer de nom, mais ils savent très bien qui ils sont. Ils se bousculaient tous pour accompagner Richard Butler lors de l'opération Tin Cup, parce qu'on pouvait monter sur le yacht de l'émir. Le yacht de l'émir était rempli de gens pieux quand il était à quai. Mais une fois qu'il franchissait les limites territoriales, l'alcool sortait et c'était la fête. L'émir sortait les Rolex en or et en offrait une à chaque membre de la délégation de l'UNESCOM. Et Richard Butler a participé à au moins 3 de ces opérations Tin Cup et il a reçu une Rolex en or à chaque fois, sans jamais la déclarer. Gouvernement australien, je ne sais pas quel est le délai de prescription pour les biens non déclarés, mais vous devriez peut-être examiner les montres en or de Richard Butler, ainsi que celles des autres. C'est de la corruption, tout simplement. Mais cela montre à quel point ces gens sont méprisables, riches et ridicules. Et ces montres en or n'étaient pas utilisées. Je veux dire, ce n'était pas l'émir qui disait « Désolé, je manque de dollars américains. Voici une montre en or. Emmenez-la à New York, vendez-la 40 000 $ et utilisez cet argent pour envoyer Scott Ritter au péril de sa vie en Irak afin qu'il trouve les armes de destruction massive cachées. » Ça, je pourrais le soutenir. C'était « Hey, Richard Butler, on joue le jeu, non? On vit la belle vie, non? Tiens, une montre à 40 000 $. Parce qu'après tout, on est là pour profiter de la grande vie. On berne les Américains, on fait tout comme il faut, on s'en sort avec le forage oblique et on dépouille les Irakiens. Alors, voilà un pot de vin de 40 000 $ pour que tu la fermes à propos de ce qui se passe vraiment. » Et d'autres inspecteurs, d'autres membres du personnel de l'UNESCOM ont accepté ces montres aussi. Voilà de qui on parle. Voilà la réalité. Ne me lancez pas sur la famille Khalifa à Bahreïn et leur perversion sexuelle, ce qu'ils font avec les hôtesses de l'air de Gulf Air qu'ils recrutent. Ils les utilisent comme leur propre réserve privée, leur propre harem de prostituées. Ils les installent dans des immeubles afin de pouvoir les satisfaire sexuellement chaque mois. Voilà qui ils sont. Quittez Bahreïn, traversez la chaussée jusqu'à l'Arabie Saoudite et commencez à compter les mosquées que vous voyez à la fin de la chaussée.
construite par des Saoudiens pieux qui quittent Bahreïn, conscients des péchés qu'ils ont commis. Voilà avec qui nous avons affaire ici, et voilà avec qui les Iraniens ont affaire. Je ne dis pas que les Iraniens sont parfaits. Il existe de nombreuses informations montrant que les ayatollahs et les imams iraniens sont aussi humains et faillibles que n'importe qui d'autre. Il y a des preuves de corruption, de prostitution, de méfaits, parce qu'ils sont des êtres humains. Mais la République islamique d'Iran n'est pas fondamentalement défaillante comme le royaume saoudien, le royaume d'Arabie saoudite. Les Iraniens sont un peuple pieux. Regardez Ahmadinejad, qui apparemment a été tué d'ailleurs, l'ancien président. Il menait la vie la plus humble possible. Je veux dire, c'est un homme qui aurait pu s'enrichir. Et au lieu de cela, il vivait comme un simple retraité, s'occupant de ses propres affaires. Il a été assassiné par les Israéliens et les Américains parce qu'ils étaient en colère contre le rôle qu'il avait joué dans l'avancement du programme nucléaire iranien. Il était président lorsque toutes les percées ont eu lieu. Ils l'ont donc tué parce qu'ils étaient furieux qu'il ait fait ce qu'il avait légalement le droit de faire. Ils l'ont assassiné. Mais ce n'était pas un homme assis dans sa retraite, entouré de jolies femmes et buvant de l'alcool en cachette. C'était un homme pieux menant la vie d'un humble retraité. Une vie simple. Et nous l'avons assassiné. Nous l'avons assassiné. Nous l'avons assassiné. Les Iraniens sont littéralement un cran au-dessus des nations arabes du Golfe. Je ne m'en prends pas au peuple arabe lui-même. Je ne ferai jamais cela. Mais ce que je dis, c'est que le peuple arabe s'est laissé gouverner par ces monarchies méprisables depuis bien trop longtemps. Ces monarchies n'ont rien à voir avec la démocratie, rien à voir avec le service du peuple, mais tout à voir avec l'exploitation des ressources naturelles de leur pays à leur profit personnel. Vous parlez de la direction de ces États arabes, car nous savons que les peuples sont différents, et nous devons tracer cette ligne entre les dirigeants et les habitants de ces pays. Scott, l'un de vous a mentionné que les 6 premières bombes avaient été larguées par les Israéliens. Et quelle est votre compréhension de l'attaque contre cette école de filles? Ils ont tué ces petites filles dans l'école, plus d'une centaine. Et si je ne me trompe pas, 112 de ces enfants y ont été tués. Qu'est-ce que c'était? Comment une telle chose a-t-elle pu se produire dans une opération de ce genre? Encore une fois, il ne s'agit que de spéculations fondées sur ma compréhension du fonctionnement du ciblage dans le cadre d'une campagne aérienne stratégique. Lorsque nous avons lancé l'opération Tempête du désert contre l'Irak en janvier 1991, chaque cible que nous avons frappée, eh bien, nous avions un plan. Et ce plan avait été préparé depuis longtemps. Les avions devaient décoller avec des munitions spécifiques à bord, suivre un profil d'attaque et larguer une bombe sur une cible identifiée pour une raison précise. Nous disposions d'un ensemble de renseignements indiquant « Voici la cible, voici ce qu'elle fait », puis nous larguions la bombe afin d'obtenir des résultats sur le terrain qui affecteraient la capacité de la cible à fonctionner. Vous savez, nous avions conçu les points d'impact. Mon travail consistait à examiner les cibles après les bombardements pour vérifier si nous avions effectivement touché ces points d'impact. Avons-nous obtenu un signe observable de réussite? Vous savez, j'étais au courant de tout ce que nous faisions parce que je lisais tous les dossiers d'objectifs. Ces cibles étaient valables, légitimes selon le droit de la guerre, et elles étaient bien définies. Au fur et à mesure que la guerre avançait et que nous commencions à détruire ces cibles, plusieurs choses se sont produites. Premièrement, nous sommes passés à des cibles de suivi. Mais deuxièmement, on obtient des cibles dérivées. C'est-à-dire que si vous avez détruit un bâtiment et que les Irakiens l'avaient évacué, il faut maintenant chercher les sites d'évacuation.
Vous commencez donc à recueillir des renseignements sur l'emplacement de ces sites, et ainsi de suite. Si vous visez des cibles de commandement et qu'elles ne se trouvent pas dans le bâtiment principal que vous avez détruit, vous commencez à les chercher ailleurs. J'ai participé à une opération de reciblage impliquant Saddam Hussein. J'ai été convoqué à une réunion avec le prince Turki, le chef des services de renseignement saoudiens. Le général Waller, le commandant adjoint, était également présent. Turki m'a informé de renseignements sensibles que les Saoudiens détenaient sur le déplacement de Saddam Hussein de Bagdad à Bassora pour des réunions de haut niveau. On m'a donné la description du bâtiment dans lequel il était censé se trouver à un moment précis. Ma mission consistait à localiser ce bâtiment, à élaborer un dossier de ciblage et à y larguer des bombes pour tuer Saddam. J'y ai consacré un certain temps. Nous étions soumis à des délais très serrés, je devais faire vite, et je travaillais avec un interprète photo très compétent. Nous avons identifié 3 cibles correspondant aux critères. Je les ai rédigés, je les ai soumis, et nous avons largué des bombes sur les 3 cibles. Dès le départ, tu sais, 2 des cibles n'étaient pas les bonnes. Disons que j'avais vu juste, et que l'une d'elles était la bonne cible. Les 2 autres ne l'étaient pas. Et ce que nous cherchions, c'était des résidences. J'ai donc fait exploser automatiquement 2 maisons pleines de gens innocents qui n'avaient rien à voir avec Saddam. La 3e, si c'était Saddam, nous allions de toute façon tuer des innocents. Mais cela était considéré comme des dommages collatéraux, des pertes acceptables. Il s'est avéré que Saddam n'avait pas fait le déplacement, et nous avons détruit 3 maisons et tué au moins 3 familles. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mais cela arrive généralement plus tard dans la campagne aérienne, quand le chaos a pris le dessus sur la guerre. À ce moment-là, nous cherchons des stealths mal définis. Nous cherchons des concepts et nous essayons de faire correspondre ces concepts, les placer physiquement sur le terrain et atteindre la destruction. La raison pour laquelle ça ne se produit pas dès le départ, c'est qu'en général, on dispose d'un plan de ciblage très élaboré, et ainsi de suite, que ce soit pour qu'Israël frappe ses cibles ou pour le CENTCOM. Je pense que ce sont en réalité les Américains qui les ont frappés, car les écoles du sud de l'Iran, à Minab, je crois, ont été touchées. C'est donc les États-Unis qui ont mené la frappe. Cela signifie qu'on nous a confié un ensemble de problèmes. La suppression des capacités de lancement de missiles iraniens. Parce que si c'est à Minab, c'est à cela que c'est lié. Et nous ne cherchions pas seulement les sites de lancement, mais aussi les sites de commandement et de contrôle, et ainsi de suite. Et certains planificateurs de cibles, des analystes photos, ont examiné ce bâtiment et ont décidé qu'il s'agissait d'une installation de commandement et de contrôle. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose, peut-être qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas. Je ne connais pas les renseignements. Mais quelqu'un a déterminé que ce bâtiment était une cible digne d'y envoyer des missiles. Et c'était une action délibérée. Et cela montre que nos renseignements sont épouvantables. Épouvantables. Parce que croire qu'une école secondaire active pour filles âgées de 6 à 12 ans est une cible de commandement et de contrôle signifie que nous nous sommes complètement trompés. Ce qui nous amène maintenant aux bombes qui tombent. Si nous nous sommes trompés à ce point, cela veut dire que nous nous trompons sur tout. Cela veut dire que nous faisons exploser du vide. Nous bombardons des cibles que les Iraniens nous ont indiquées. Je veux dire encore une fois, je ne peux que me fier à mon expérience passée. Amer Rachid Al-Ubaid était le ministre du pétrole, mais c'était aussi l'homme qui avait été directeur de la commission militaire et industrielle irakienne. Nous avons eu une conversation, je crois, vers 1993, et il commençait à se frustrer contre moi, parce que je venais sans cesse mener ces inspections qui ne cessaient de révéler les mensonges des Irakiens en périphérie. Mais il m'a dit, «
Écoute, vous nous avez bombardés pendant la guerre. Vous avez tout détruit, nos dossiers, tout. Et nous essayons de reconstituer les choses. Alors, nous vous racontons une histoire fondée sur les données incomplètes dont nous disposons. Et toi, le brillant Scott Ritter que tu es, tu démolis notre histoire. Tu trouves des incohérences et tu mènes des inspections qui montrent que nous avions tort. Et ensuite, tu viens ici et tu me traites de menteur en face. J'ai dit, eh bien, tu m'as raconté une histoire qui s'est avérée fausse et je peux maintenant prouver qu'elle ne l'était pas. Il a dit, oh, le grand Scott Ritter, tu es tellement impressionnant. Sais-tu à quel point je peux te manipuler facilement? Je sais par exemple que tu dépends d'un certain flux d'informations provenant des Kurdes. Alors, et si je mettais en place ici une cellule spéciale et que nous disions, comment pouvons-nous atteindre Scott Ritter? Comment pouvons-nous prendre le contrôle de ces inspections? Et la cellule spéciale crée du renseignement. Et nous faisons du bon travail. Nous obtenons les photographies, nous obtenons tout, et nous laissons le courant kurde les découvrir. Ces données vous parviennent, puis vous commencez à inspecter ces sites. Nous vous possédons désormais, car nous comprenons la relation de cause à effet. Nous vous possédons, et nous allons contrôler vos inspections. Et plus tard, ils ont fait exactement cela avec certaines inspections. Ils ont pris le contrôle du processus d'inspection en contrôlant le flux de données. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que les Iraniens regorgent de gens très intelligents et qu'ils se préparent à cette guerre depuis longtemps. Ils ont observé les États-Unis mener des guerres en Irak, en Syrie et en Afghanistan. Ils comprennent comment nous recueillons des renseignements. Ils nous transmettent de fausses informations depuis un certain temps déjà, ce qui nous a conduit à établir des listes d'objectifs et à gaspiller de précieuses ressources en détruisant des choses qui n'existent tout simplement pas. Les Irakiens ont fait la même chose pendant la campagne de contre-Scud dans l'ouest de l'Irak. Ils savaient qu'une fois que nous commencerions à déplacer nos ressources, ils auraient du mal à obtenir une fenêtre de tir avant d'être frappés. Alors, ils ont créé une unité de diversion qui installait de faux sites fixes pour attirer notre attention, et nous y envoyions nos bombardiers. Et ensuite, ils mettaient en place un site leurre mobile, c'est-à-dire qu'ils faisaient bouger des cibles qui seraient détectées, signalées, puis toutes les autres ressources seraient envoyées là-bas. Pendant que nous bombardions des leurres fixes et poursuivions des leurres mobiles, les deux véritables lanceurs ont quitté Al-Qaïm, tiré leurs missiles sur Israël et s'en sont sortis. C'est exactement ce que fait l'Iran. L'Iran mène une campagne d'un tel niveau de sophistication. Si vous regardez beaucoup des images publiées par Israël montrant des lanceurs iraniens détruits, ce sont des lanceurs leurres déployés par les Iraniens pour absorber les frappes. Ils ont diffusé des informations sur des emplacements fixes et les Israéliens bombardent ces emplacements fixes. Les Américains bombardent ces mêmes sites, mais il n'y a rien dans ces bâtiments. Ils ont été évacués depuis longtemps. Il nous arrive, à l'occasion, de viser juste et de faire exploser quelque chose. Mais ce n'est pas grave, car les Iraniens disposent d'un système suffisamment profond pour absorber les pertes et continuer à fonctionner. Et nous le voyons encore fonctionner aujourd'hui. Les Iraniens se préparent à cette campagne depuis très très longtemps. Le bombardement de cette école montre que nous n'avons pas une image claire du renseignement. Maintenant, les gens disent « Eh bien Scott, nous avons été assez bons pour atteindre Ali Khamenei dès le premier jour. » Nous n'étions pas si bons, les gars. Il était assis chez lui, assis chez lui, assis chez lui. Il voulait être tué. Nous sommes tombés dans son piège. Ali Khamenei, un homme qui avait probablement un cancer, un homme qui disait ouvertement que son corps le lâchait, est mort en martyr. Et ce faisant,
il a sauvé la République islamique d'Iran, car le peuple s'est désormais rallié à cette cause comme jamais auparavant. C'est la preuve éclatante de la manière dont les Iraniens ont exploité notre système de guerre. Nous pensions mener une frappe de décapitation avec les 6 premiers missiles, mais nous avons garanti notre défaite. Et les Iraniens ont garanti notre défaite eux aussi. Parce que tout ce que nous avons fait, c'est transformer Ali Khamenei en martyr. Pendant que nous parlons, Scott, nous avons appris que l'Iran a frappé 3 pétroliers, britanniques et américains, dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz. Ils savent que personne ne peut traverser le détroit parce qu'une sorte de blocus s'y déroule. Et comment vois-tu cela? Je suis sûr que tu as vu les images, les vidéos venant d'Israël, de Tel Aviv. La situation devient vraiment grave. Des missiles frappent Tel Aviv. L'Iran, Téhéran, il frappe aussi Téhéran. Comment vois-tu cela? Il me semble que l'Iran a commencé avec la même stratégie qu'à la fin de la guerre de 12 jours. Ne pas intensifier immédiatement le champ de bataille, mais y aller petit à petit et augmenter progressivement le nombre de missiles qu'ils peuvent tirer sur Israël. Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, regardons Téhéran. Qu'est-ce qu'Israël fait exploser aujourd'hui? Ils font sauter des sites connus. L'académie de police, la caserne de police, le bâtiment du quartier général du commandement des gardiens de la Révolution. Penses-tu que les policiers se sont réveillés ce matin en se disant « Allons tous travailler au commissariat aujourd'hui, restons là et laissons les Israéliens nous tuer ». Non. Ils se sont dispersés. Penses-tu que quelqu'un se trouvait dans le bâtiment du commandement des gardiens de la Révolution? Non. Donc Israël fait exploser des cibles vides. Qu'est-ce que l'Iran a frappé hier? Je vais mal prononcer le nom, mais Beit Shabin. Ouais, Beit Shemesh, je crois que ça s'appelle comme ça, un truc du genre. Ouais. Encore une fois, j'ai mal prononcé mon propre nom, donc je vais sûrement tout rater par la suite. Voilà ce qui arrive quand un marine vous parle de choses complexes. Le cerveau ne se traduit pas forcément en mots compréhensibles. Mais le fait est que le bâtiment qui a été frappé serait, paraît-il, l'endroit où des hauts responsables militaires israéliens se réunissaient pour une conférence sur ce conflit. Beit Shemesh. Beit Shemesh. Beit Shemesh. J'ai dit Beit Shemesh. Beit Shemesh. Tomate, tomate, patate, patate. On sait de quoi on parle. Le fait est que le site a été frappé par les Iraniens et qu'il y a des victimes. Donc les personnes qu'ils voulaient atteindre se trouvaient là. Si je connais les Israéliens comme je pense les connaître, la décision d'aller dans ce bâtiment a été prise à la dernière seconde pour des raisons de sécurité opérationnelle. Et vous savez, il y avait au moins 3 cibles ou 3 endroits où ils auraient pu aller. Ce matin-là, ils ont décidé d'aller à celui-ci. Et c'est là qu'ils ont été frappés. Les Iraniens ont fait cela délibérément, car maintenant les Israéliens disent « quelqu'un était au courant, quelqu'un savait que nous allions là-bas, la réunion que nous allions avoir, le créneau horaire, et ils nous ont touchés avec un missile que nous n'avons pas pu intercepter. » Cela terrifie littéralement les Israéliens. Les Iraniens frappent des cibles en Israël, tout démontrant ce niveau de connaissance et de puissance. Retourne à l'école. Les Israéliens savent désormais que les Iraniens savent exactement ce qu'ils bombardent et qu'ils le touchent. C'est très effrayant. Et c'est ce qui se passait à la fin de... Voilà l'image, Scott. Voici la photo du bâtiment que vous venez de mentionner. Vous pouvez voir qu'ils ont touché cette cible précise et vous pouvez constater la dévastation qui a suivi. Oui, ils les ont eus. Tu sais, la guerre est tragique, mais tu sais,
ce sont les Israéliens qui ont commencé. Tu sais, qui sèment le vent, récoltent la tempête. Ils devraient lire leur propre Bible. Les Iraniens, à la fin de la guerre de 12 jours, obtenaient exactement le même résultat. Si tu te souviens, le volume de missiles avait diminué, mais les missiles que l'Iran tirait atteignaient tous leurs cibles. Ils avaient épuisé les systèmes de défense aérienne et tiraient des missiles conçus pour vaincre ces systèmes. Et les cibles qu'ils touchaient semblaient, pour le profane moyen, comme « c'est juste un bâtiment au hasard que tu as frappé à Beersheba ». Pourquoi frapper celui-là? Mais les Israéliens se sont dit, nom d'un chien, ils ont frappé l'endroit le plus important, là où nous faisions des choses que... Tu vois. Quand ils ont frappé l'hôpital, tu te souviens quand ils ont frappé l'hôpital? Tout le monde essayait de dire « Oh, vous avez frappé un hôpital ». En réalité, ils ont touché un centre de commandement et de contrôle que les Israéliens avaient installé dans l'hôpital exprès pour le dissimuler, ce qui constitue un crime de guerre. Mais une fois que tu mets un centre de commandement et de contrôle là, l'hôpital n'est plus protégé. Et les Iraniens l'ont frappé en disant « Nous savons ce que vous faites ». Et les Israéliens se sont dit « Ils savent ce que nous faisons ». Et l'autre chose que les Israéliens ont comprise, c'est « Nous ne pouvons pas gagner ». Si cela continue, ils sont à l'intérieur de notre cycle de prise de décision. Nous allons perdre. C'est pourquoi les mains de Bibi Netanyahou tremblent lorsqu'il parle de mettre fin à la guerre, appelant le président Trump, implorant un cessez-le-feu, parce qu'Israël a perdu la guerre. Ce que fait l'Iran maintenant, c'est reprendre exactement là où il s'était arrêté. Il montre qu'il dispose de flux de renseignements qui leur indiquent presque en temps réel ce que font les Israéliens. Il montre qu'il possède des missiles capables de frapper Israël avec précision et rapidité. Il prouve à Israël qu'il a perdu cette guerre. Et Israël a perdu cette guerre. C'est la preuve. Et ils font la même chose avec les États-Unis. Ils frappent des cibles. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de fortuit dans ces cibles. Les gens demandent, pourquoi ont-ils frappé un hôtel à Dubaï? Pourquoi viser une cible civile? Il s'avère que c'était une station de la CIA. Voilà pourquoi ils l'ont frappé. Pourquoi frapper à Oman? Pourquoi viser une installation portuaire? Eh bien, parce que les deux entrepôts touchés étaient utilisés par le gouvernement des États-Unis dans le cadre d'un accord secret conclu avec le gouvernement omanais. Ils ont simplement fait exploser les deux entrepôts que les États-Unis avaient loués, ce qui signifie qu'ils ont une idée de ce que font les États-Unis. Des erreurs se produisent, et la guerre reste la guerre. Les drones peuvent être touchés. En arrivant, ils peuvent dévier de leur trajectoire et frapper quelque chose qu'ils n'étaient pas censés atteindre. Le renseignement peut être défaillant, bien que les Iraniens n'aient pas encore connu le type d'échec du renseignement qu'ont subi les États-Unis en frappant une école de filles. Jusqu'à présent, il semble que les Iraniens frappent des cibles légitimes et leurs actions ont un impact considérable. Cela terrifie littéralement les États arabes du Golfe. L'un de mes moments les plus marquants de l'histoire récente a été une discussion que j'ai eue hier avec Mario à l'automne. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un commentateur très pro-israélien qui déteste ouvertement l'Iran et a tendance à raconter n'importe quoi. J'essayais donc de rétablir les faits avec lui sur plusieurs points. Mais, tu sais, il était dans son attitude habituelle, sûr de lui et arrogant, à se demander si les Iraniens allaient frapper Gulfer. Je lui ai dit non. Vous êtes tous des cibles. Vous êtes tous coupables. Vous êtes tous des pécheurs. Et lui, il me répond, non, il ne ferait jamais ça. Et pendant qu'on parle, tu le vois réaliser. Il vit à Dubaï. Et Dubaï est en train d'être frappé. Tu vois son visage changer quand il comprend. Je suis une cible. Oui, tu l'es. Donc, toute personne complice d'Israël et des États-Unis dans cette guerre illégale d'agression
en fait également partie. Et nous n'avons jamais à en avoir honte. C'est une guerre illégale d'agression, le crime de guerre le plus grave imaginable, celui pour lequel des Allemands nazis ont été pendus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas seulement cela. Il y a aussi des facteurs aggravants, comme le crime de guerre de perfidie, lorsque les États-Unis ont créé un faux drapeau blanc de trêve et ont amené les Iraniens à agir sous cette trêve pendant que nous les attaquions. L'attaque surprise, l'attaque lâche et surprise, menée par Israël et les États-Unis pendant que Donald Trump faisait semblant de mener une diplomatie. La diplomatie d'ailleurs. Vous savez, quand vous entendez Donald Trump raconter ses mensonges, cet homme est tout simplement un menteur, un pur menteur. Et il parle des négociations et de ce que fait l'Iran. C'est un menteur. Tout ce qu'il a dit était un mensonge. Les Iraniens avaient en réalité proposé un accord aux Omanais qui était acceptable pour Mnuchin et Kushner. Sauf que Mnuchin et Kushner n'étaient pas là pour conclure un accord. Ils étaient là pour faire traîner le processus dans le cadre d'un acte de perfidie. Mais les Iraniens avaient essentiellement accepté quelque chose qui rendrait définitivement impossible pour eux d'obtenir une arme nucléaire. Leur programme nucléaire aurait été très strictement limité. Et même dans le cadre et l'ampleur de ces limitations, ils n'auraient pu faire que ce qui soutient un programme d'énergie nucléaire pacifique, avec des inspections, sans clause d'expiration, sans extension, rien de tout cela. Un programme très limité, l'élimination de toutes les réserves d'uranium enrichi sous la vérification des inspecteurs de l'AEA des Nations Unies, avec une supervision américaine supplémentaire. Et les Iraniens avaient accepté tout cela. Pourtant, alors que les diplomates omanais se rendaient aux États-Unis pour finaliser cet accord, nous avons bombardé l'Iran. Perfide. Perfide. Une dernière chose à propos du programme nucléaire, juste pour montrer la stupidité des États-Unis. Nous affirmons que l'Iran poursuit un programme d'armes nucléaires. Mais nous savons, et cela a été reconnu par beaucoup, qu'Ali Khamenei, en tant que guide suprême, a émis au moins 2 fatwas interdisant à l'Iran de poursuivre des armes nucléaires, déclarant qu'elles sont incompatibles avec l'islam. Et ces fatwas étaient cohérentes avec une autre similaire émise par Khomeini à la fin de la guerre Iran-Irak. Donc, si vous vous souvenez des discussions que nous avons eues ici sur l'état du programme iranien à l'automne 2024 et au printemps 2025, j'ai dit que les Iraniens développaient des capacités qui faisaient d'eux un état du seuil, uranium enrichi à 60%. J'ai également évoqué le sentiment partagé par de nombreux hauts responsables iraniens, y compris ceux influents auprès du guide suprême, qui soutenaient que l'Iran devrait abandonner la fatwa, affirmant qu'il existe des dérogations religieuses leur permettant de poursuivre des armes nucléaires en raison de conditions existentielles émergentes. Et pourtant, au bout du compte, selon une conversation que j'ai eue avec le président iranien en septembre dernier, en réponse à une question que je lui ai posée, il a déclaré que l'Iran ne voulait pas d'armes nucléaires, qu'ils avaient décidé qu'une arme nucléaire ne les renforcerait pas, mais les affaiblirait. Leur dissuasion, a-t-il dit, réside dans leur système de missiles balistiques. Il a également affirmé que c'était incompatible avec l'islam et qu'ils sont une république islamique. Et leur guide suprême l'a dit aussi. Eh bien, le guide suprême est maintenant mort. La théorie d'une crise existentielle est devenue réalité. L'Iran se bat littéralement pour sa survie, la République islamique. Et le comité de 3 personnes formé par le président iranien comprend, comme juriste principal, un homme qui pourrait très bien devenir le prochain guide suprême. Quelqu'un qui a soutenu que l'Iran devrait abolir la loi interdisant les armes nucléaires et qu'il devrait être autorisé à en construire. Il a déclaré que, dans les conditions actuelles, les armes nucléaires sont permises selon la jurisprudence islamique. Ainsi,
nous avons tué le seul homme qui s'opposait aux armes nucléaires. Et maintenant, l'Iran a donné du pouvoir à un homme qui estime qu'il a le droit d'en poursuivre le développement. Et je peux vous garantir une chose. Nous ne savons pas où se trouvent les stocks d'uranium enrichi à 60% de l'Iran. Nous ne savons pas où l'Iran a installé des cascades supplémentaires de centrifugeuses avancées IR-6 ou IR-8. Nous ne savons pas si l'Iran a converti ce stock d'uranium enrichi à 60% en uranium enrichi à 92, 84 ou 96%, qui pourrait constituer le cœur fissile d'une bombe nucléaire. 5 à 10 bombes nucléaires, selon la quantité d'uranium enrichi à 60% disponible. On nous a dit que l'Iran avait la capacité de fabriquer rapidement une arme nucléaire, qu'il avait résolu tous les problèmes liés à l'ogive. Ainsi, l'Iran possède des ogives qui ont été construites et qui pourraient être chargées en uranium si cette décision était prise, puis livrée contre une cible israélienne. Voyez-vous, Donald Trump est l'un des hommes les plus stupides de la planète, véritablement l'un des plus idiots, conseillé par certaines des personnes les plus bêtes du monde. Il ne comprend pas le contrôle des armements, il ne comprend pas la non-prolifération, il ne comprend pas les concepts et principes fondamentaux qui y sont liés. S'il le faisait, il se rendrait compte que la meilleure façon d'empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire est de continuer à faire en sorte que l'Iran respecte le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et de rendre ce traité viable pour l'Iran. Et nous avions un accord en place qui aurait permis cela. Cela aurait été le meilleur accord, car le JCPOA a toujours été fondamentalement vicié, non pas à cause de ce que l'Iran a fait ou négocié, mais à cause de la duplicité des États-Unis. Les gens ne réfléchissent jamais au fait que Barack Obama, l'homme qui a signé ou du moins approuvé le JCPOA en avril et juillet 2015, a donné une interview à NPR où quelqu'un lui a posé une question sur les clauses de temporisation. Obama a répondu « Eh bien, nous avons créé quelque chose qui offre une fenêtre de rupture d'1 an, ce qui signifiait que si l'Iran décidait de se retirer, nous aurions 1 an pour réagir. Mais ce délai s'effondre à mesure que les clauses de temporisation arrivent à échéance et que l'Iran peut déployer des centrifugeuses avancées, augmenter ses stocks d'uranium et ainsi de suite. » Soudain, cette fenêtre d'1 an s'évapore. Et les gens ont dit, eh bien, qu'en est-il de cela? Que se passe-t-il lorsque nous atteignons ces échéances? Et Barack Obama a répondu, eh bien sûr, nous reviendrons sur cette question. Et si l'Iran n'a pas changé de comportement, c'est-à-dire s'il n'a pas volontairement abandonné son programme nucléaire, alors, vous savez, nous réexaminerons le JCPOA. Je veux dire, ce n'était pas un véritable accord. C'était toujours de la duplicité, toujours de la duplicité. C'était un accord fondamentalement vicié. Alors maintenant, Donald Trump pouvait arriver et dire « J'ai obtenu un accord qui résout réellement le problème nucléaire iranien une fois pour toutes. » Sauf que cela n'a jamais vraiment concerné le programme nucléaire de l'Iran. Il s'est toujours agi d'un changement de régime, toujours d'Israël dictant les priorités stratégiques aux États-Unis. Et c'est là le plus triste. Cette guerre d'agression illégale, cet acte de perfidie, n'a pas été mené pour faire avancer les prérogatives ou les priorités de la sécurité nationale américaine. Elle a été menée pour faire avancer les priorités de sécurité d'Israël. Ce n'est pas l'Amérique d'abord, c'est l'Amérique en dernier. C'est l'Amérique qui se subordonne à Israël. Et vous savez, c'est une chose si Israël veut se suicider, mais c'en est une autre lorsqu'il essaye d'entraîner les États-Unis dans sa chute. Voici ce qu'a dit le sénateur américain Tim Kaine, Scott, à propos de Donald Trump et de son attaque contre l'Iran. Il a avancé toutes sortes de raisons pour justifier cette guerre inutile avec l'Iran.
C'est la cause de leur programme nucléaire. Attendez une minute. Il y a 6 mois, il disait qu'il avait anéanti ce programme. Il y a des années, il a déchiré un accord diplomatique qui contrôlait le programme nucléaire iranien. Hier soir, il a suggéré que la guerre était justifiée parce que l'Iran serait intervenu dans l'élection de 2020, qu'il refuse d'admettre avoir perdu. C'est pour protéger les manifestants. Attendez une minute. Le président Trump renvoie des réfugiés iraniens en Iran pour y faire face à la persécution. S'il se souciait vraiment des citoyens iraniens opprimés par leur gouvernement, il ne ferait pas cela en même temps. C'était une guerre sans... Eh bien, je peux le dire, je siège à 2 commissions qui me donnent accès à beaucoup d'informations classifiées. Il n'y avait aucune menace imminente de l'Iran contre les États-Unis qui justifierait d'envoyer nos fils et nos filles dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et je ferai tout ce que je peux pour l'empêcher. Oui, Scott, il semble que l'escalade soit en train de se produire à l'instant même. Et on dirait que l'Iran va... Enfin, tu sais, il y a eu des rapports faisant état d'attaques contre le porte-avions USS Abraham Lincoln. Pas vraiment confirmés, oui. Mais si quelque chose se produit, si l'escalade continue et que des gens sont tués, les membres d'équipage, tu vois, tout ce genre d'escalade pourrait créer de la pression. Comment vois-tu les choses évoluer si ça prend cette direction? Eh bien, tout d'abord, je pense que les États-Unis comprennent les conséquences de la perte d'un porte-avions. C'est pourquoi l'Abraham Lincoln est si éloigné des côtes iraniennes, à tel point que certains pensent que ces avions n'ont même pas pu participer à cette campagne. Vous savez, les drones iraniens qui ont été envoyés étaient des drones de reconnaissance. Ce n'était pas une attaque de drones contre le porte-avions. Ils ont été envoyés pour tester les systèmes de défense aérienne, recueillir des renseignements sur les performances des radars, la capacité de détection et d'autres éléments de ce genre. Mais tant que les États-Unis ne rapprocheront pas le groupe aéronaval de la portée des missiles hypersoniques, manœuvrants et antinavires de l'Iran, vous ne coulerez pas l'Abraham Lincoln. Vous n'allez rien couler du tout. C'est pour cela que nous les gardons un peu à distance. C'est une reconnaissance du fait que le groupe aéronaval n'est plus une option viable. Les avions du Gerald Ford ne participent pas aux frappes contre l'Iran. Ils sont engagés dans des opérations de suppression de missiles balistiques, assurent un dispositif de patrouille aérienne de combat, et ainsi de suite. Ils pourraient prendre part à des frappes contre le Hezbollah si celui-ci s'impliquait davantage. Mais même dans ce cas, ils resteraient bien hors de portée des missiles anti-navires du Hezbollah, stationnés au large des côtes israéliennes, là où personne ne peut les atteindre, parce qu'ils en sont conscients. Vous savez, je veux juste souligner que si quelqu'un revient sur ce moment, qu'il regarde le petit sourire de Jake Tapper. Je veux dire, tu sais, Tim Kaine dit la vérité, et Jake Tapper ricane parce qu'il est un agent israélien. CNN est un agent israélien. Ils sont au service, tu sais, du camp du maître Israël en premier. C'est typique des médias grand public. C'est pour ça que des émissions comme la tienne sont si importantes, pour que les gens puissent avoir accès à des informations alternatives présentées de manière claire et impartiale. Tu ne peux pas aller dans les médias traditionnels et obtenir quelque chose de sérieux. Parce que, d'abord, tu as Tim Kaine, qui, je te le garantis, si je lui posais des questions, dirait qu'Ali Khamenei est la pire personne au monde, que le régime iranien est horrible. Ils massacrent leur peuple, ce qui signifie qu'il fait partie du problème, pas de la solution, car il est incapable de décrire avec précision la réalité de l'Iran. Mais le fait est que Donald Trump est entré en guerre en violation de la Constitution, en violation du droit international, en violation de tout, et il y aura un prix politique à payer. Si vous écoutez le message enregistré de Donald Trump, qu'il a diffusé après le début des bombardements,
Comparez-le à Donald Trump en mode campagne. Vous savez, lorsqu'il se présentait à la présidence à l'époque, il travaillait des heures extraordinairement longues. Et pourtant, il terminait chaque journée lors d'un meeting de campagne, là-bas à faire la stupide danse du YMCA et à parler avec énergie. Sa voix était peut-être enrouée, mais il était plein d'énergie. Il était là. Il y croyait. Et regardez le vieux gros homme qui vous parlait en livrant un message auquel il ne croit pas du tout. Il sait qu'il est un homme vaincu, car il comprend que cette guerre lui a été imposée par Israël. Ses commandants l'avaient averti. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Mais il n'a pas pu l'arrêter. Il était impuissant à l'empêcher. Et maintenant, il essaye de la vendre. Même en la vendant, il rejetait la faute de l'échec sur le peuple iranien. Nous avons ouvert la porte, mais c'est à vous de vous lever et de terminer le travail. Ainsi, s'il n'obtient pas de changement de régime, il dira que c'est la faute du peuple iranien et non la sienne. Il a dit que nous allions perdre des vies. Eh bien, le département de la Défense a déjà reconnu que nous avions perdu au moins 3 vies. 3 militaires américains tués lors d'opérations de combat contre l'Iran. Nous n'avons pas plus de détails que cela, mais je suis sûr qu'ils ne seront pas les derniers. À mesure que les Iraniens commencent à réduire leur liste de cibles, ils vont s'en prendre à des objectifs d'une grande sensibilité. Ils vont commencer à tuer des Américains. Ce que Donald Trump ne comprend pas, c'est qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour empêcher cela. Menacé de faire exploser davantage de bâtiments en Iran, tuer plus d'enfants, il a affaire à une nation de martyrs. C'était ça le problème avec le fait d'avoir tué Ali Khamenei. Vous avez transformé une nation de croyants en une nation de martyrs. Ces gens célèbrent le martyre de Hussein à la bataille de Karbala, et le plus grand honneur qu'ils puissent avoir serait de combattre aux côtés de Hussein au paradis. Donc, nous ne pouvons pas vaincre ces gens. D'abord, nous n'avons pas de cause légitime. Nous ne faisons rien, ils n'ont rien fait de mal. Ils ne représentent aucune menace pour nous. Et nous essayons de mener à bien une mission de changement de régime que nous avons perdue au moment même où nous avons largué les premières bombes, en martyrisant Ali Khamenei. Un martyr volontaire d'ailleurs. Je tiens simplement à le souligner. Il ne fuyait pas, il ne se cachait pas, il était chez lui en disant « Me voici ». Et nous l'avons tué. Et je crois que ses derniers mots auraient été « Merci », car nous venions de l'aider à servir son peuple de la manière la plus noble qui soit dans les derniers instants de sa vie. Un homme qui a vécu 86 ans au service de son peuple, de sa religion, de sa foi. Vous lui avez permis d'accomplir le plus grand service possible. Par son sacrifice, par son martyre, le peuple iranien se rallie autour du gouvernement d'une manière qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et donc oui, le peuple iranien se lève et prend les choses en main, Donald Trump. Ils disent « pas question à vous ». Ils disent « nous ne nous rendrons pas ». Ils disent « vous avez été vaincus ». Et maintenant, Donald Trump regarde le changement de régime droit dans les yeux, car cette épée à double tranchant va lui coûter sa présidence. Cette guerre ratée, cette guerre d'agression ratée. Il y a des gens comme Tim Kaine, en ce moment, qui traquent cet homme. Et vous savez, il perdra la Chambre, donc il sera destitué. Les 2 dernières années de sa présidence seront passées devant le Congrès à gérer la procédure de destitution. Et s'il perd cette guerre de manière suffisamment désastreuse, et tout porte à croire qu'il le fera, il pourrait perdre le contrôle du Sénat, et donc être condamné. Son héritage politique ne sera pas seulement celui d'un président raté, mais celui d'un président condamné qui passera ses derniers jours non pas à la Maison-Blanche ou dans le bureau ovale, mais en prison fédérale. Scott, parmi les pays du Golfe Persique, ces États arabes, lequel est le plus important pour les États-Unis?
Parce que d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, Bahreïn se fait frapper de plein fouet. Qu'y a-t-il à Bahreïn qui fait que chaque fois qu'on regarde les informations, Bahreïn est touché? Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est le quartier général de la 5e flotte, l'activité de soutien naval. La 5e flotte est le principal commandement du commandement central dans la région du Golfe Persique. C'est donc le centre névralgique. Il frappe Muharraq, l'endroit où se trouve le quartier général de la 5e flotte. Mais surtout, Bahreïn a une population majoritairement chiite, farouchement opposée à la famille Khalifa. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, l'Arabie saoudite a dû envoyer des troupes à Bahreïn pour réprimer un soulèvement populaire contre la famille Khalifa. Pourquoi l'Iran fait-il cela? Je crois personnellement que l'Iran fait cela pour déclencher un soulèvement chiite qui renverserait la famille Khalifa. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de jouer la carte du changement de régime à l'envers, la retourner et dire « boum, changement de régime à Bahreïn ». Désormais, tous les États arabes du Golfe sont vulnérables, car les gens regarderont Bahreïn et diront « nous sommes renforcés ». Ils verront la corruption persistante et la faiblesse de ces régimes sans cesse attaqués par l'Iran, et il y aura d'autres opérations de changement de régime. Je pense que les Iraniens jouent la carte du changement de régime à l'envers, et que Bahreïn sera la première carte qu'ils tenteront de retourner. Comme nous en parlions il y a quelques instants, nous avons appris que la zone verte à Bagdad, où se trouve l'ambassade des États-Unis, est prise d'assaut par des manifestants pro-iraniens. Et ce n'est pas seulement à Bagdad. Nous voyons la même chose se produire au Pakistan. Vous savez, ce genre de... Enfin, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment réfléchi à tous ces concepts. Non. Nima, tu as affaire à des idéologues. Encore une fois, ce sont les mêmes personnes qui ont conseillé le président Trump sur la Russie. Nous avons déjà eu des conversations sur à quel point Trump est ignorant de la réalité de la Russie et à quel point le peuple américain l'est aussi. Les Américains sont tout aussi ignorants, voire encore plus, de la réalité de l'Iran. Je veux dire, chaque fois que je dis aux gens que l'Iran est une démocratie fonctionnelle, je reçois ce rire moqueur. « Oh, tu es un propagandiste. Non, tu es juste stupide. » Nous n'avons pas réfléchi aux choses. Quand tu as Pete Hegseth, dont la seule obsession dans la vie a été de soulever 143 kilos, et qu'il est maintenant là à encourager cette guerre, il parle en superlatif. Il est là à dire « on va le faire, on va y aller, on va arriver comme jamais auparavant ». L'enfer n'a pas de fureur semblable à da-da-da-da-da-da-da. Mais le fondement de cette campagne, c'est l'ignorance, la stupidité. Encore une fois, quiconque pensait qu'on pouvait provoquer un changement de régime en assassinant Al-Khamenei chez lui ne connaît rien à la région. Et ensuite, on se retourne et on bombarde. Rappelez-vous, la raison pour laquelle ils prennent d'assaut la zone verte, ce n'est pas seulement à cause de l'assassinat d'Al-Khamenei, c'est parce que nous avons bombardé Bagdad. Cela fait partie de la guerre. Nous avons bombardé Bagdad. Nous avons bombardé le quartier général des milices populaires, d'ailleurs dont les racines ne sont pas en Iran, bande d'idiots, mais chez Al-Sistani. Allez voir en 2014, quand l'État islamique dévalait de Tikrit vers Bagdad. Les Iraniens s'exprimaient. Mais l'homme qui a rendu possible la mobilisation des milices populaires, et à qui la grande majorité de ces milices étaient loyales au début, était Ali al-Sistani à Najaf. C'est lui qui les a fait émerger. Donc non seulement ils ont assassiné Ali Khamenei, et toutes les milices pro-iraniennes sont contre eux, mais maintenant ils ont bombardé le quartier général des milices populaires loyales à Ali al-Sistani. Nous avons complètement perdu le fil. Et encore une fois, je ne veux pas que des Américains soient blessés, même si cela arrivera probablement.
mais c'est nécessaire pour purifier le cancer américain du Moyen-Orient. L'Amérique est un cancer au Moyen-Orient. Nous n'apportons rien de bon au Moyen-Orient. Tout ce que nous touchons meurt. Nous sommes horribles. Nous devons être chassés du Moyen-Orient et nous avons créé les conditions pour que l'Iran y parvienne. Il y a une raison pour laquelle ils bombardent ces nations arabes. C'est parce qu'ils leur ont dit « Vous devez vous purifier de la présence américaine, ou nous continuerons à vous attaquer en tant que partie du problème et non de la solution. » Et maintenant, en Irak, je pense que vous allez assister à une purification de la présence américaine. Vous savez, il fut un temps où Donald Trump pouvait envoyer un bataillon aéroporté, un bataillon de marine, pour renforcer la zone verte. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Vous ne pouvez pas rassembler de forces au Koweït, car elles seraient détruites. Vous ne pouvez pas faire voler d'avions, vous ne pouvez pas les faire atterrir. Vous ne pouvez rien faire, parce que l'Iran vous a à l'œil. Scott, avant de conclure, comment vois-tu la réaction de la Chine et de la Russie jusqu'à présent? Que veux-tu qu'ils fassent? Je veux dire, c'est ça le problème. Politiquement, comment les as-tu trouvés? Parce qu'ils s'exprimaient au Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine condamnait ce que font les États-Unis, affirmant que les États-Unis ne cherchent qu'à provoquer des changements de régime et à semer le chaos. Mais ils ont raison, et c'est ce qu'ils peuvent faire. Écoutez, la Chine et la Russie ont leurs propres préoccupations stratégiques en matière de sécurité nationale, dont l'une consiste à maintenir l'Iran comme membre des BRICS. C'est très important. La Russie dispose d'un corridor économique nord-sud reliant Saint-Pétersbourg aux ports iraniens. La Chine a ouvert la nouvelle route de la soie qui relie l'ouest de la Chine à Téhéran. Les deux nations considèrent l'Iran comme une partie très importante de l'Union économique eurasiatique en développement. Elles veulent donc que l'Iran reste membre. La Russie a signé un cadre de sécurité stratégique comprenant un volet militaire et elle respecte ses engagements. La Chine, je ne sais pas si elle a signé un accord formel, mais elle a également envoyé des capacités militaires. Ce ne sont pas des traités, ce ne sont pas des alliances. Ni la Russie ni la Chine ne vont soutenir militairement ou s'engager directement dans ce conflit. Je ne pense pas qu'elles en aient besoin. Je pense qu'elles comprennent que l'Iran a les moyens de mener et de tenir ce combat. Leur rôle est de veiller à leurs intérêts, car ce que je viens de dire à propos du corridor économique nord-sud et de la nouvelle route de la soie relève d'intérêts économiques. Le rôle de la Chine et de la Russie est de s'assurer qu'à la fin de ce conflit, le plus haut degré possible de stabilité économique subsiste dans la région et dans le monde. Ils doivent empêcher que cette guerre existentielle de survie ne déborde sur des cibles économiques. Le détroit d'Ormuz est une chose. C'est un interrupteur, ce qui signifie qu'au moment où l'Iran décide de ne pas le fermer, ils appuient sur marche et le trafic peut passer. Ce qu'ils doivent éviter, c'est que l'Iran frappe les champs pétrolifères saoudiens, azéris, émiratis, et ainsi de suite. Et ils doivent aussi empêcher les États-Unis et Israël, par frustration, de frapper les champs pétrolifères iraniens. Leur rôle pour l'instant est donc d'empêcher cette guerre de s'étendre et de créer un espace, un vecteur, pour une résolution diplomatique de ce problème. À un moment donné, l'un des camps va finir par être groggy et dire « il faut qu'on arrête cette guerre ». Ce sera probablement les États-Unis, quand nous serons à court de munitions et que nous réaliserons que nous ne pouvons pas vaincre l'Iran. Et nous le ferons au nom d'Israël, qui aura encaissé bien plus de 700 missiles balistiques et sera dans une grande souffrance. Le rôle de la Russie et de la Chine sera alors d'intervenir et de faciliter cette sortie diplomatique.
Je pense que c'est leur mission. Ils posent les bases de la diplomatie afin que, lorsque cette fenêtre d'opportunité s'ouvrira, ils soient prêts à intervenir et à agir. When that window of opportunity opens up, they'll be able to step in and deliver. Thank you so much. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Scott. Un grand plaisir, comme toujours. Reste en ligne, Scott. Après la fin de l'émission, je veux dire quelque chose. I wanna say something to you now. Okay. D'accord. Est-ce que j'ai des ennuis? No, let me just wrap it up. Laissez-moi seulement conclure.